Le shift me demande de vous parler on va parler pendant 40 minutes, puis après on pourra échanger, sur le lien entre la consommation d'énergie, plus précisément la consommation d'énergie primaire, et la croissance du PIB. Je vous propose d'aborder cette question en 3 parties. Une première qui sera constituée de rappels pour une bonne partie d'entre vous, juste pour planter le décor et pour que nous soyons bien d'accord sur un certain nombre de questions qui entourent la question centrale. Une deuxième qui présentera le travail fait avec Zenep, du Shift, et une troisième qui présentera rapidement le travail fait avec un certain nombre de mes autres étudiants, dont Paul, qui est assis ici à ma droite. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette question est importante? À cause de ce graphique que vous connaissez bien, puisqu'il est dû à Jean-Marc, qui met en abscisse la quantité d'énergie primaire consommée, en ordonnée le volume du PIB, et les points sont indicés par la date à laquelle on a fait le calcul. Et ça commence de mémoire dans les années 60, ça se termine aujourd'hui. Et donc le point crucial ici, qui est absolument ignoré d'une bonne partie de mes collègues économistes, c'est que quand vous tracez cette courbe, vous obtenez quasiment une droite. Ce qui veut dire que entre aujourd'hui et il y a 50 ans, pour produire 1 euro de PIB, 1 euro constant, ou 1 dollar de PIB, on a besoin de la même quantité d'énergie primaire consommée qu'il y a 50 ans. En gros, on n'a quasiment pas amélioré l'efficacité énergétique d'1 euro de PIB. Et si je me mets là, je cache... Non, ça va? C'est bon? Ok. Donc, ce qui veut dire que si on accepte l'idée très simple que rien ne peut se faire sans la consommation d'énergie, tout ce que nous nous racontons sur le progrès technique depuis des décennies, progrès technique qui joue un rôle majeur dans tous les modèles d'économie utilisés à peu près partout, demande à être très fortement relativisé. Si on décide de mesurer le progrès technique par l'efficacité de l'énergie, alors on a de sérieuses questions à se poser. Alors évidemment, c'est une option. Le progrès technique ne se ramène pas uniquement à l'efficacité énergétique, mais si on est conscient du fait que celle-ci, très probablement, en est un constituant majeur, on a des questions à se poser. Alors ici, c'est un peu le même sujet, mais rapporté uniquement aux pays de l'OCDE. Donc là, on voit, et ça commence en 1965, ça se termine en 2012, le nombre d'euros constants qu'on peut produire par kilowattheure d'énergie primaire. Donc vous voyez qu'il y a une petite progression. Donc si on se focalise sur les pays de l'OCDE, là il y a un peu de progrès, entendu au sens de l'efficacité énergétique, mais ce n'est pas non plus bouleversant. Disons que ça n'a rien à voir avec les graphiques, enfin les courbes verticales que nous montrait Michel ce matin sur le quantitative easing de la Banque centrale. Ça va beaucoup plus lentement. Alors, pardon, au niveau mondial, on voit la même chose, donc là aussi, et on voit que c'est encore plus lent, et en particulier, je ne sais pas si il y a une... Voilà. Et on voit que ici, depuis le début des années 2000, c'est constant. On ne progresse plus du tout. Alors là, l'équation de Kaya, vous la connaissez tous, donc je la passe rapidement. Elle nous dit que le lien entre la croissance du PIB par habitant, la consommation d'énergie par habitant et l'efficacité énergétique, c'est un lien tautologique, au fond, mais c'est un lien dont on ferait bien de prendre conscience, en particulier du côté des économistes. On ne peut pas avoir de croissance à gauche, dans le terme de gauche, s'il n'y a pas quelque chose qui croît dans le terme de droite. Donc soit l'efficacité énergétique, progrès technique, nos petits bras, le stress au boulot, la révolution Internet, HEC, tout ça, soit la consommation d'énergie par habitant. Si on regarde les chiffres, alors attendez, là je passe une seconde. Si je décompose l'équation de Kaya, donc vous connaissez tout ça, hein, j'avance assez vite, entre 65 et 80 au niveau mondial, en PIB par habitant annuel, on a eu une augmentation de 3,5% en moyenne chaque année. Au niveau mondial. Hein. Donc ça veut dire le terme de gauche de l'équation de Kaya, c'est 3,5. Et 3,5, pendant cette période-là, cette période faste, se décompose en 2,5 plus 1. Je pense que 3,5 égale 2,5 plus 1, tout le monde est d'accord jusque-là. Les 2,5 qui sont ici, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie primaire par habitant. Et le 1% qui est là, c'est le progrès technique, compris au sens de l'efficacité énergétique. Depuis 81, ces 3,5 égale 2,5 plus 1 se sont transformés en 1,5 égale 0,5 plus 1. Pourquoi? Non pas parce qu'on travaille moins, on fait moins de progrès techniques et HEC est moins performante, mais parce qu'on consomme moins.
D'où le caractère crucial, fondamental de la question de la consommation d'énergie pour avoir de la croissance, si on veut avoir de la croissance. Si on se focalise sur un pays un peu spécifique, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos de la déflation, là l'équation devient 0 égale 0 plus 0. Là aussi c'est assez simple arithmétiquement, mais c'est très embêtant pour nous économistes, parce que non seulement, alors le Japon à 0, parce que en fait si on se restreignait à l'Europe sur la même période 2000-2013, on retrouverait 0 aussi ici. Et le Japon, comme vous le savez, du point de vue énergétique, a une problématique qui est très proche de celle de l'Europe. En revanche, ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'a même plus le 1% qui est là. Et ça, c'est la déflation. C'est-à-dire, si vous êtes en période de déflation et que vous n'investissez plus du tout dans la recherche et développement notamment, ben vous perdez le 1% qui est ici. Or, si on a compris qu'à cause de toutes les contraintes qui entourent l'extraction d'énergie fossile du sous-sol, ça va être très difficile de récupérer le 0,5 et quasiment impossible de revenir au 2,5 ici, ne pas perdre le 1% qui est là devient fondamental. Alors, je remonte un tout petit peu en amont. Donc ça, c'est l'équation de Kaya. Si on se concentre sur le pétrole cette fois-ci, donc là, cette fois-ci, c'est du pétrole, hein, même graphique que tout à l'heure, qui est également dû à Jean-Marc, mais au lieu de regarder l'énergie primaire, tout confondu, on regarde simplement le pétrole. Là, on voit qu'il y a eu une transformation. À la suite des chocs pétroliers des années 70, les secteurs industriels des pays de l'OCDE, essentiellement, font un vrai effort, donc améliorent l'efficacité énergétique de l'usage du pétrole. Essentiellement, on pourrait dire d'une certaine manière, vu de très loin, commence déjà la transition, au fond. Commence à transformer petit à petit le mix énergétique du secteur industriel sous l'incitation très forte des chocs pétroliers des années 70. La mauvaise nouvelle, c'est que, en gros, depuis le début des années 80, on n'a plus tellement progressé. Parce qu'on a de nouveau une courbe qui devient affine. Mais cela montre que si on désagrège l'énergie primaire, alors on peut trouver des choses qui sont intéressantes. On est capable, au fond, de transiter, puisqu'on a déjà commencé de le faire. Cela dit, ça ne suffit pas du tout. Le découplage complet, hypothétique, hein, entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie primaire exigerait que cette courbe devienne verticale. Et vous voyez qu'on en est très loin. Si elle est verticale, ça veut dire qu'on peut produire des euros ou des dollars sans consommer davantage. Ça, c'est le découplage complet. Donc on en est encore très très loin. Donc là aussi, un autre graphique que vous connaissez bien, qui est dû à Jean-Marc, qui nous rappelle que la consommation d'énergie primaire par habitant a connu un changement structurel, justement à l'issue des chocs pétroliers des années 70. Voilà, ça je voulais montrer. Alors, bon, ça aussi vous connaissez. Pourquoi est-ce que tout ceci est gravissime? Parce que précisément, on n'arrive plus tellement à augmenter la consommation d'énergie par habitant. Donc là, c'est des graphiques que vous connaissez bien, je vais passer assez vite. Le pétrole, vous voyez que ce qui monte tranquillement, c'est le gaz. Et puis là, vous avez le charbon qui reprend récemment. Pour ce qui est de la production, vous connaissez aussi, vous voyez que là, il y a des difficultés. On n'arrive plus à augmenter la production de pétrole avec des techniques conventionnelles d'extraction depuis le milieu des années 2000-2010, depuis 2005 en gros. Le peak oil, vous connaissez par cœur. La croissance de la production de pétrole annuelle, donc ça c'est la dérivée, hein, vous voyez qu'elle est en chute libre. Donc si on accorde, je fais une interprétation un peu sauvage de l'équation de Kaya, vous ne pouvez pas avoir de croissance du PIB par habitant sans avoir une croissance de la consommation d'énergie primaire par habitant, et en particulier le pétrole. Et si vous regardez ça, vous vous dites, pardon, oups, on est mal parti pour avoir de la croissance, même si on va la chercher avec les dents. Alors, je continue d'avancer. Ça, c'est un graphique qui m'a été envoyé par un inconnu que je ne connais pas, donc il faut vérifier. Je n'ai pas vérifié les courbes, hein, mais c'est intéressant, je trouve, ça vaut la peine, si ces courbes sont justes, ça vaut la peine de jeter un œil. C'est l'évolution du PIB des États-Unis et du Japon, mais exprimée en barils de pétrole, et non pas exprimée en dollars. Donc vous convertissez le dollar en baril, et vous regardez ce que ça donne. Et vous voyez que, pardon, les États-Unis sont pauvres aujourd'hui. Ils ont été très riches jusqu'au premier choc pétrolier. Donc c'est évidemment lié à l'augmentation du prix du baril. Mais si vous réfléchissez en termes de... J'essaie de faire abstraction un tout petit peu des maléfices de la monnaie, et de regarder avec un point de vue très économie réelle, au fond, quelle est la richesse d'un Américain aujourd'hui, vous voyez qu'elle est très faible. On en est là, ce qui était le niveau des années juste avant la Première Guerre mondiale. Et l'autre chose intéressante, c'est que le Japon, finalement, a fait aussi bien, sinon mieux que les États-Unis pendant toute une période, et est à peu près à la même situation. Voilà. Alors, pourquoi, deuxième point dans ma première partie, pourquoi mes amis économistes
la plupart de mes collègues ne racontent pas cette histoire-là. Et pourquoi est-ce qu'ils n'étudient pas cette question, qui est une question au fond de relation entre des quantités. Combien est-ce que je peux produire d'euros, de richesse, si tant est que la richesse puisse être mesurée par des PIB et par des euros, et combien il me faut de consommation d'énergie primaire pour y arriver. Parce que la plupart des économistes sont convaincus que l'indicateur fondamental qui donne la bonne information, c'est le prix. Il suffit de regarder les prix, on n'a pas besoin de s'embêter à regarder les quantités, surtout que pour regarder les quantités, il faut interroger les ingénieurs, par exemple ceux qui travaillent au shift. Et ça, les économistes le font assez peu. Donc, ils regardent les prix, et si vous regardez les prix, c'est encore un graphe de Jean-Marc, vous voyez qu'aucune relation claire n'apparaît entre le prix du baril de pétrole et le PIB. Hein, rappelez-vous la courbe qu'on avait tout à l'heure avec des quantités, on avait une belle courbe droite, une belle droite affine, ou affine par morceau, et là maintenant on a à peu près n'importe quoi. Donc il n'y a pas de corrélation claire qui apparaît. Alors, l'autre raison, bon, premièrement, les prix ne donnent pas vraiment beaucoup d'informations. Deuxièmement, il y a un théorème qu'on enseigne à l'université en cours d'économie, plutôt au premier trimestre de la première année, qui permet à une bonne partie des économistes d'évacuer ce sujet. Ce théorème, c'est ce qu'on appelle le théorème du cost share, et qui dit que, je vais le décrire dans un instant, la variable centrale dans cette affaire-là peut se mesurer parce qu'elle est égale à la part de l'énergie dans le budget d'un État. Alors ici, je vous ai mis celle des États-Unis entre 1970 et 2010. Et vous voyez que il y a eu un petit pic en 80-81 où la part de l'énergie dans le PIB américain est montée à 13% et demi, 14%. Le reste du temps, elle vole autour de 8-9%. Donc elle est très faible. Or, ce théorème nous dit que ce qu'on appelle l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie, dans un monde bien fait, devrait être égale à cette part. D'où est-ce que ça vient? Je vous le décris en 30 secondes, c'est très facile. Vous supposez que le secteur productif, vous pouvez le résumer à travers une certaine fonction, Y de X. X, ce sont les inputs, par exemple l'énergie, mais aussi le travail, le capital, etc. Et puis Y de X, c'est le profit que vous allez en tirer. P de X, c'est le coût de production. Et donc le boulot du secteur productif, dans ce monde de microéconomistes néoclassiques, c'est de maximiser le profit moins le coût. Alors, si vous écrivez en fait les conditions du premier ordre de ce programme d'optimisation, vous obtenez, c'est très facile, c'est un exercice élémentaire, vous obtenez cette égalité. Ici à droite, j'ai exactement la part de l'input petit i dans le coût total. Et si je prends comme input petit i l'énergie, ça me donne la part de l'énergie dans le coût total. Et à gauche, j'ai ce truc un peu barbare qui est l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie. Qu'est-ce que c'est? C'est si j'augmente la consommation d'énergie de 1%, de combien le PIB va-t-il augmenter? Alors, c'est ce nombre, petit epsilon i, qui me le donne. Et vous voyez que si vous croyez à ce théorème, très élémentaire du point de vue des maths, vous pensez que la dépendance au fond du PIB, de la croissance du PIB par rapport à la consommation d'énergie primaire, se mesure par ceci, par ce ratio. Et ce ratio, comme on l'a vu avant, il est faible, il est inférieur à 10% en moyenne, sauf situation exceptionnelle. Et donc vous dites, si j'augmente de 1% la consommation d'énergie primaire, ça ne fait qu'augmenter de 0,1% au pire, ou au mieux, si vous voulez, le PIB. Mais vous pouvez le voir dans l'autre sens, si je diminue de 1% la consommation d'énergie primaire, ça n'aura qu'un impact très faible, moins 0,1% sur le PIB. Donc, j'en conclus tranquillement que l'énergie est un non-sujet pour un économiste. C'est un truc pour les physiciens, si vous voulez. Mais les économistes, ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce théorème? C'est que ce résultat suppose qu'il n'y a aucune contrainte et que c'est un problème d'optimisation libre, sans contrainte. Alors, on sait tous, passé l'âge adolescent, qu'il y a des contraintes dans la vie. Et donc là, si je rajoute n'importe quelle contrainte, peu importe laquelle, avec une fonction lisse, de manière à ne pas avoir de problème d'optimisation, l'optimisation lisse, tranquillement, alors ces contraintes, ça peut être quoi? Contraintes géologiques, techniques, politiques, etc. Je réécris mon programme d'optimisation et je réécris les conditions du premier ordre. Alors j'obtiens quelque chose qui est très très différent parce que j'ai un petit lambda qui s'est introduit ici et là. Alors supposez que lambda soit égal à 0, vous retrouvez ici XIPI sur PX. Donc vous retrouvez l'équation précédente, le cost share, ça va?
Mais lambda n'a aucune raison d'être égal à 0, parce que lambda, c'est le coefficient de Lagrange dans le programme d'optimisation qui est ici, qui vient mesurer la force avec laquelle cette contrainte empêche d'avoir de meilleures solutions. Vous voyez, si lambda est égal à 0, ça veut dire que cette contrainte-là n'est pas saturée à l'équilibre dans la solution, et que donc, au fond, on pourrait se passer de cette contrainte. Si lambda est non nul, ça veut dire que cette contrainte pèse, et plus lambda est élevé, lambda peut même croître vers l'infini, plus lambda est élevé, plus la contrainte est forte. Alors, évidemment, la contrainte à laquelle on pense tout de suite, c'est celle du peak oil, par exemple. La difficulté qu'on a à augmenter le flux de pétrole extrait du sous-sol avec des techniques conventionnelles. Et si vous regardez cette équation maintenant, qui est en fait, on pourrait dire au fond, la vraie équation du cost share, lambda peut découpler complètement le epsilon i qui est ici de ce rapport qui est là. Alors ce rapport qui est là peut être très faible et epsilon i peut être très élevé. C'est tout à fait possible. Vous pouvez vous amuser avec cette équation, choisir les bons lambda pour que ça marche. Comme personne ne s'amuse à mesurer le lambda, on n'a aucune validation théorique, de mon point de vue, de l'égalité entre epsilon i, l'élasticité d'énergie dans l'output, et du cost share. Autrement dit, l'égalité qu'on apprend aux économistes... Oui. Oui, alors on va y arriver. Hein. On va vous la calculer, l'élasticité. Là, mon point, c'est juste de dire le résultat qu'on apprend aux étudiants en économie au premier trimestre, première année, comme étant une évidence sur laquelle on ne reviendra plus parce que c'est quand même trop trivial. Ce résultat est complètement faux. Vous voyez, il n'y a aucune raison d'estimer qu'on a le moindre couplage entre l'élasticité de l'énergie dans le PIB et le coût de l'énergie dans le budget. Tout est possible, ça dépend entièrement de la force de la contrainte qui est ici dans le programme d'optimisation. Ça va jusque-là? Voilà. Alors, ça va jusque-là? Donc c'était ma première partie. Deuxième partie, je vais répondre à votre question. Est-ce qu'on peut mesurer, maintenant qu'on a compris que l'élasticité de l'énergie dans le PIB ne peut pas se mesurer raisonnablement simplement par le ratio coût de l'énergie sur le budget, la question se pose de est-ce qu'on peut le mesurer autrement, empiriquement, en se retroussant les manches, et pas en faisant comme les économistes qui calibrent la plupart de leurs modèles uniquement avec le cost share theorem. Donc si je suis un macroéconomiste bon teint, je fais un modèle extrêmement sophistiqué dans lequel il va y avoir de l'énergie, c'est possible, je vais vous en montrer un tout à l'heure, et je vais me poser la question de savoir à combien je calibre l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie, hein, ce fameux epsilon i. Comme j'en ai aucune idée, je vais m'appuyer sur le savoir commun à toute la communauté et dire ben, c'est évident que c'est égal au cost share, donc à la part de l'énergie dans le budget. Je vais mesurer ce cost share, je vais constater qu'il est toujours inférieur à 10%, plutôt autour de 8-9, et je vais dire donc l'élasticité de l'énergie dans le PIB, c'est 8% ou 9%. Vous voyez ? Et avec ça, évidemment, je vais toujours, quand je ferai tourner mon modèle, trouver que l'énergie compte très très peu dans la croissance, le plein emploi, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai mis dans le modèle, de manière exogène, un paramètre que j'ai calibré avec une théorie qui est fausse et qui minore complètement le rôle de l'énergie dans la croissance. Ça va ? Alors maintenant, si on essaie de calculer empiriquement cette élasticité. Alors, il y a un premier point qu'il faut absolument souligner, c'est que ce que je vais vous montrer dans 2 slides n'est pas un bête calcul de corrélation entre le PIB et la consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que vous avez vu le graphique que je vous ai montré au tout début. La corrélation est tellement forte que, en gros, l'évolution de l'un et de l'autre constitue une courbe qui est une droite affine, ou affine par morceau. Donc si je me contente de calculer la corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation d'énergie primaire, j'obtiens trivialement quelque chose qui est très très proche de 1. Mais ceci, vous comprenez bien, ne prouve rien. Parce qu'il est fort possible qu'en fait, l'énergie elle-même ne joue pas un rôle fondamental dans la croissance, mais que parce qu'il y a de la croissance, il y a de plus en plus de gens qui consomment. Ce qui est évidemment l'objection immédiate de mes camarades économistes quand je leur montre ceci. Ce n'est pas du tout une relation de causalité de la consommation d'énergie vers le PIB. C'est parce qu'il y a beaucoup de PIB, donc les gens prennent plus souvent la voiture, donc ils consomment plus d'énergie. Vous saisissez l'enjeu ? Donc vous comprenez immédiatement que la corrélation n'est pas le bon instrument de mesure pour essayer de capturer ce qu'on veut regarder. Puisque ce qu'on veut, c'est à la fois vérifier qu'il y a vraiment une relation de dépendance entre le PIB et la consommation d'énergie primaire, la quantifier, et éventuellement pouvoir dire que cette relation de dépendance est une relation de causalité, au sens métaphysique du terme. Ça va ? Donc clairement, la corrélation n'est pas le bon instrument de mesure. Alors, le bon instrument, le bon concept qu'on va utiliser dans les slides que je vais vous montrer, qu'on a utilisé avec Zenep, c'est celui de la co-intégration, qui est un concept beaucoup plus récent,
travaillé par les statisticiens, qui est un tout petit peu plus subtil que la corrélation, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Là, je vous ai mis deux séries qui sont corrélées, la rouge et la bleue. Alors, elles sont corrélées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la bleue varie, par exemple, augmente, ben, la rouge augmente à peu près en même temps, et dans les proportions plus ou moins comparables. Vous voyez, donc, ce n'est pas absolument parfait. La corrélation n'est pas, c'est pas du 1 pour 1, mais les deux séries évoluent plus ou moins systématiquement dans la même direction et avec des amplitudes analogues. Ça, c'est la corrélation. Okay. Voici une autre. Là, vous avez une verte et une bleue. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'elles sont corrélées? Réponse, non. C'est assez évident. Ça va pour tout le monde. C'est clair qu'elles ne sont pas corrélées, au sens où l'étaient mes deux courbes précédentes. En revanche, elles sont co-intégrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance qui les sépare, le gap, n'est jamais durablement supérieure à un certain niveau, ce certain niveau mesurant la distance naturelle, entre guillemets, entre ces deux séries. Par exemple, si ces deux séries naturellement sont confondues, ça voudra dire que la distance qui les sépare n'est jamais durablement supérieure à 0. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ces deux séries reviennent toujours l'une vers l'autre, parce que fondamentalement, elles n'ont aucune raison d'être séparées. Mais quand elles se séparent, il se peut très bien qu'il y en ait une qui parte à la hausse et l'autre à la baisse. Ça n'a aucune importance. La cointégration ne mesure pas la corrélation. Elle mesure la force de rappel entre ces deux séries qui les fait constamment revenir l'une vers l'autre dans la longue durée. Donc vous voyez qu'il y a deux grandes différences, au moins. La première, la cointégration autorise des séries temporelles à varier dans des directions différentes, opposées. Et la deuxième, c'est un phénomène de long terme qu'on ne peut mesurer que dans la longue durée. Alors que la corrélation, vous pouvez mesurer sur un sous-ensemble temporel, est-ce qu'elles sont corrélées, oui ou non. Vous voyez, mesurer sur une petite période la cointégration de deux séries n'a pas de sens. Ça va? Alors, donc ici, ce qu'on va essayer de regarder et de comprendre et de mesurer un peu finement, c'est la cointégration entre la croissance du PIB d'un côté, et même plus précisément la croissance du log du PIB, et la croissance de la consommation d'énergie primaire. Ça va? Vous voyez un peu? Et évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, mais ça va mieux en le disant, ni la corrélation, ni la cointégration comme telle ne mesurent quelque relation de causalité que ce soit. La corrélation, vous êtes bien d'accord, c'est évident, mais la cointégration a fortiori. Ce n'est pas parce que ces deux séries semblent avoir une force de rappel statistique qui les fait constamment se remarier après les divorces perpétuels que pour autant l'une cause l'autre. C'est deux choses, c'est deux concepts a priori complètement différents. Ça va? Alors, ce qu'on a fait avec Zenep, et c'est surtout Zenep qui l'a fait, donc c'est Zenep en fait qui devrait prendre la parole, on a regardé 15 pays, qui sont des pays significatifs et intéressants pour nous, et on a pris des séries qui vont de 70 à 2011. Donc ça commence à être de la longue durée, c'est de la moyenne longue durée si vous voulez. L'équation, alors, les variables qu'on a regardées, ce sont la consommation d'énergie primaire, le PIB, la formation brute de capital fixe et l'évolution de la population. Donc des variables ultra simples pour qu'on n'ait pas de débat, si vous voulez, fondamental sur la construction des variables, etc. La construction des variables est tout à fait cachère, le sujet n'est pas là. L'équation qu'on a mesurée, qu'on a essayé de regarder, c'est celle-ci. Alors j'en dis un mot parce que là, il y a une astuce. Alors, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'équation de Kaya. Donc à gauche, on a pris le log du PIB. Là, c'est une constante. Ici, on a pris le log de la consommation d'énergie primaire. Donc là, vous retrouvez bien Kaya. Et ici, on a pris le log de l'efficacité énergétique au sens de Kaya. Mais, et tout ça, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, tout ça est per capita, c'est-à-dire par habitant. Mais il y a une petite subtilité. Ici, on a rajouté le capital, je vais dire dans un instant pourquoi. Et surtout, on a retardé l'efficacité énergétique d'une période. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rajouté le capital ici? Parce que sinon, on prête le flanc à une objection classique qui est, au fond, ce que vous allez mesurer ici, c'est l'impact du capital qui est caché derrière l'énergie et l'efficacité énergétique. Par exemple, l'efficacité énergétique, ça dépend de la performance énergétique des maisons, des infrastructures, etc. Et au fond, ce que vous capturez, ce n'est pas l'efficacité énergétique, c'est le capital. Et même chose, comme on ne peut pas faire tourner d'usine sans électricité jusqu'à preuve du contraire, en fait, ce n'est pas vraiment l'énergie qui est ici, qui joue le rôle de moteur de la croissance, que vous allez éventuellement observer. En réalité, c'est les usines qui sont cachées derrière. Mais comme vous ne croyez pas au capital, vous avez caché le capital, etc. Donc, pour éviter cette objection, on a rajouté le capital, par rapport à l'équation de Kaya, si vous voulez. Ça va, premièrement. Et deuxièmement, on a retardé ici l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce que
Si vous oubliez un instant le capital qui est ici et que vous mettiez exactement l'efficacité énergétique à la date t, sachant que toutes les autres variables sont prises à la date t, vous retrouvez précisément l'équation de Kaya. Dans ce cas-là, c'est une tautologie, puisque vous la connaissez, puis je vous l'ai rappelé tout à l'heure, l'équation de Kaya, c'est une pure égalité comptable. Bon. Et dans ce cas-là, évidemment, vous allez obtenir des résultats qui sont triviaux, parce que vous êtes juste en train de vérifier que x égale x. Vous voyez, ce qui n'est pas très intéressant. Tout ce que vous pouvez vérifier, c'est que vous faites bien la vérification, parce que c'est tout ce que vous donne votre opération. Donc, on a retardé d'une période l'efficacité énergétique. Avec quelle idée? C'est qu'en gros, l'efficacité énergétique, ça ne varie pas comme ça d'une année sur l'autre de manière extraordinaire. Et que ce qui compte en 2014, c'est l'efficacité énergétique des infrastructures dont on dispose de 2013, en gros. Vous voyez? Bon. Pardon? Oui, l'unité de temps, c'est 1 an. Merci pour la question. Voilà. Donc en gros, c'est ça l'équation de base qui a été estimée. Voilà. Alors, le epsilon, donc ça c'est le bruit. Hein. C'est le bruit pour pouvoir faire des stats. On n'a pas mis d'inertie sur l'impact du capital. On pourrait. Alors après, pardon? Oui, bien sûr qu'il y en a. Tout à fait d'accord. Hein, mais voilà. Si vous voulez, je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a de l'inertie du capital. Bon, l'exercice essaye d'être le plus proche possible de l'orthodoxie. Voilà. Pour avoir des choses les plus simples possibles. Alors, premièrement, ah oui, donc là, ça n'a pas beaucoup de sens comme ça, mais c'est très facile à comprendre. Premièrement, ce qu'a fait Zenep, c'est qu'elle a fait des tests de co-intégration. Donc, première question, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, le concept central dans ce travail, ce n'est pas le concept de corrélation, c'est le concept de co-intégration. Question, est-ce que les séries que je viens de vous décrire sont co-intégrées les unes avec les autres? La réponse est oui, massivement. Massivement. Donc là, vous avez ici, suivant la manière dont vous regardez, dont vous faites le test, la probabilité qu'elle ne le soit pas. Alors, il n'y a qu'un seul test, vous trouvez du 3 à 10 puissance moins 3 en termes de proba pour qu'elle ne soit pas co-intégrée. Sinon, partout, si vous allez jusqu'à 10 puissance moins 4, il n'y a pas de co-intégration. Il est certain qu'il y a de la co-intégration. OK? Donc la co-intégration est largement vérifiée. OK? Alors, le point suivant, c'est on estime maintenant, excusez-moi, je reviens à l'équation, on estime maintenant les paramètres qui sont ici. Et alors, ce n'est pas difficile de voir que le paramètre qui est là, hein, qui est le coefficient qui dit à quelle vitesse va augmenter le log du PIB lorsqu'augmente le log de la consommation d'énergie, c'est exactement l'élasticité dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignent, parce que ce qu'on a trouvé, ce qu'a trouvé Zenep, c'est 0,6, 60%. Et non pas 8 ou 9%. Donc il y a quasiment un rapport de 1 à 10 entre ce qu'on trouve empiriquement et ce que prédit le cost-share theorem, qui, comme j'ai essayé de vous en convaincre, est construit sur des arguments qui sont non recevables. Ce qui est très très perturbant pour les économistes standards, c'est l'élasticité du capital, qui vaut 12%, ici. C'est très faible. Alors, si vous regardez la littérature standard, elle vous dit, en gros, c'est des queues de cerise pour l'énergie, donc moins de 10%, 30% pour le capital et le reste pour le travail. Alors ici, tout est divisé par la population, tout est per capita, donc on ne peut pas mesurer directement l'élasticité du travail. En revanche, c'est très très étonnant pour les économistes néoclassiques qu'on trouve un capital aussi faible. Et de mon point de vue, c'est peut-être aussi une des raisons lointaines pour lesquelles ce type de travaux n'est jamais fait, parce qu'il conduit assez systématiquement, et vous allez en avoir la confirmation tout à l'heure, à une minoration complète du rôle du capital dans la croissance. Non pas que le capital ne joue aucun rôle, il en joue bien un, mais beaucoup plus faible que celui qu'on est habitué à lui attribuer. Évidemment, si vous dites bon, le capital joue un rôle, mais ce n'est pas le facteur majeur dans la croissance, vous posez la question de savoir si la rémunération du capital est légitime. Forcément. Évidemment. Voilà. Alors, j'ai des mauvaises fréquentations. Alors, ici, il y a un coefficient. Oui, alors, j'ai pas dit... là, je dis encore un petit mot technique pour les statisticiens dans la salle. Donc, cette estimation-là, elle est faite avec un modèle à correction d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous essayez de mesurer, comme vous êtes dans un monde où le concept de base, c'est la co-intégration, rappelez-vous, c'est des séries temporelles qui divorcent, puis qui se marient de nouveau, puis qui divorcent, etc. Ce que vous essayez de mesurer, c'est la vitesse, d'abord, s'il y a bien
un trend commun aux 2 séries, ou aux 3 séries, vous regardez, premièrement. Deuxièmement, la pente de ce trend, donc la pente, elle est ici. Hein. Et ensuite, la vitesse à laquelle vous revenez, vous vous remariez après avoir divorcé. Alors, il se peut que vous divorciez pour des tas de raisons exogènes, vous avez un grand choc, mais la question c'est, statistiquement, est-ce que vous revenez vite à l'équilibre après avoir divorcé? Vous faites chambre à part, combien de temps vous mettez pour revenir dans la même chambre? Réponse, 1 an et demi, en gros. Ce que veut dire ce chiffre, c'est ça, 1 an et demi. Donc c'est très rapide quand même. Donc ça veut dire que la puissance de rappel, la relation qu'il y a entre la croissance du PIB et l'énergie est très très forte. En gros, vous pouvez avoir de la divergence pendant 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, la réalité des faits se rappelle à vous et vous êtes obligé de nouveau de faire respecter ce rapport entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation d'énergie primaire. Ça va? Alors, question, est-ce que ceci prouve qu'il y a de la causalité? Réponse non. Pour l'instant, on n'a absolument rien dit sur les tests de causalité. Concernant les tests de causalité entre la consommation d'énergie et le PIB, il y a une énorme littérature. Je vous ai mis que quelques travaux bien connus. Ici, le Stern, c'est David Stern. Oui, oui. Est-ce que ce 1 an et demi peut se comprendre comme le fait qu'à chaque fois que tu as une inflexion sur la courbe d'approvisionnement énergétique par personne, ça te donne le délai approximatif qui sépare la rupture physique de la rupture économique? Oui, si tu veux. Oui, oui. On pourrait comprendre comme ça, oui, tout à fait. Absolument. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, donc je reviens ici sur mes questions de causalité. Le Stern qui est ici, c'est David Stern. C'est pas Nicolas. Donc il y a une grosse littérature qui essentiellement n'arrive pas à conclure à la causalité. Il me reste 10 minutes, j'ai bientôt fini. Le seul papier qui réussit à avoir une conclusion un peu forte, c'est un papier de Stern 2011 qui regarde des données suédoises sur un siècle. Et lui, c'est le seul que je connaisse, avec le papier que nous sommes en train de faire avec Zanep, qui conclut que la consommation d'énergie primaire cause la croissance du PIB. Tous les autres disent c'est très compliqué, on n'y arrive pas, il n'y a rien qui sort, ou bien alors obtiennent une causalité dans les 2 sens, ce qui est tout à fait possible. Alors comment est-ce qu'on... Bon, alors d'abord je vous donne la réponse parce que vous mourrez d'envie de la connaître. La réponse est évidemment, nous trouvons qu'il y a une forte causalité entre la consommation d'énergie primaire ici et la croissance du PIB. Alors le 23,03 ici n'est pas interprété physiquement, ça n'est pas du tout comme l'élasticité, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a vraiment de la causalité. Alors, évidemment, ce n'est pas étonnant, il y a aussi la causalité sur le capital. Le capital cause aussi, partiellement au moins, la croissance du PIB, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la réponse est très clairement positive, voilà, et elle est dans un seul sens. Alors comment est-ce qu'on fait ce genre de test? Parce que vous allez forcément me poser la question, je vous réponds tout de suite. Les tests de causalité de Granger sont construits sur l'idée suivante. Au fond, le seul moyen de vérifier si A cause B, c'est d'observer que A bouge avant B. Vous voyez, si la variation de A précède la variation de B, et en gros statistiquement toujours, alors vous avez quand même des bonnes chances de pouvoir identifier une relation de causalité. Un exemple classique d'utilisation chez les climatologues de ce principe très simple, d'identification de la causalité, c'est le débat qu'il y a sur est-ce que c'est l'augmentation de l'intensité en carbone qui précède la température ou le contraire. Avec le cycle naturel, c'est la température qui précède l'augmentation du carbone. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est d'abord la densité de carbone qui augmente et ensuite la température. Ce qui prouve que ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas un cycle naturel. Et que donc, il y a une intervention extérieure qui, de manière privilégiée, est plutôt d'origine humaine. Vous voyez? Mais donc là, quand on fait ce type de raisonnement-là, on est précisément en train de dire la manière que j'ai, moi, scientifique, d'observer une relation causale, parce que la causalité, au fond, si vous y réfléchissez, c'est un concept métaphysique, complètement inobservable, a priori. La manière que j'ai, moi, de l'observer, c'est de regarder la préséance entre les variations de la variable causale et les variations de la variable causée. Alors après, oui. Oui, oui, bien sûr, non, mais complètement d'accord. Hein. Donc Jacques dit, il y a aussi des théories. Évidemment, je suis complètement d'accord. Et c'est sûr qu'un reproche qu'on peut faire à ce travail-là, si on s'en tenait là, c'est qu'il n'y a pas de théorie derrière, pour l'instant. Hein. Mais comme précisément, il y a quand même un moment où il faut revenir aux données, là, pour l'instant, il n'y a que le travail des données. Donc, en fait, les tests de causalité de Granger, qui sont bien connus depuis une quarantaine d'années maintenant, font exactement ce travail. C'est-à-dire que vous regardez 2 séries, et le test regarde s'il y en a une qui varie systématiquement avant l'autre et qui provoque la variation de l'autre.
dans un laps de temps relativement faible. Si on observe ça, et que c'est statistiquement significatif, alors on peut conclure qu'il y a une causalité d'un sens dans un autre. Sinon, on ne peut rien conclure. Alors, très souvent, on observe les deux dans les deux sens, et donc le test est positif dans les deux sens, ce qui ne signifie rien. Vous voyez ? Ici, la réponse est très claire. Il y a causalité univoque de la consommation d'énergie primaire vers la croissance du PIB. Ça va ? Alors, troisième partie, je vais aller très très vite cette fois-ci. Donc, c'est la troisième partie qui est ici. Une fois qu'on a fait ce travail-là, qui est un travail quand même très largement purement empirique, qui essaye d'être le plus agnostique possible du point de vue de la théorie, au moins dans un premier temps, on se dit, bon, est-ce qu'on peut quand même mobiliser un tout petit peu de théorie ? Alors, une manière de le faire, et vous allez voir, c'est une manière un peu détournée d'utiliser la théorie, c'est de prendre un modèle complètement néoclassique, absolument recevable du point de vue de l'orthodoxie universitaire, et de l'estimer sur des données, de faire de l'estimation bayésienne. Si par hasard, le modèle estimé, même si le modèle est complètement faux, estimé donne une élasticité du PIB, de l'énergie dans le PIB qui est également égale en gros à 60%, comme on l'a trouvé empiriquement avec Zenep, alors ça vous donne un autre type de confirmation, complètement orthogonale à celle-ci, d'une réalité qui s'impose même à celui qui estime des modèles complètement faux. Vous voyez que ce détour-là permet de faire un travail qui ne se prononce pas sur la validité du modèle. Pourquoi ? Parce que, donc, de quel modèle s'agit-il pour comprendre ça ? C'est des modèles qu'on appelle des modèles DSGE, des modèles d'équilibre dynamique stochastique, très très en vogue à la BCE, au FMI, à la Banque de France, etc., qui sont construits sur l'idée que l'économie est tous les jours, et depuis toujours, et jusqu'à la fin des temps à l'équilibre, c'est comme ça, et que si vous mettez un petit choc sur l'économie, elle revient à l'équilibre parce que cet équilibre-là est localement stable. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On décrit le modèle, on trouve un point d'équilibre localement stable, on linéarise la dynamique du modèle autour de l'équilibre, et on obtient un brave modèle linéaire qu'on étudie et qu'on essaye d'estimer sur les données. Alors, donc là, on a fait l'exercice avec mes étudiants, avec Paul notamment qui est ici, qui est un exercice extrêmement rébarbatif, vous en doutez. Parce que si déjà vous pensez que le modèle est faux, c'est pénible, mais voilà. Alors, je saute les équations du modèle. Ça, c'est pour vous faire peur. Hein. Voilà. Et j'en arrive à la fin. Le seul point qui nous intéresse. Donc, on a fait cette estimation. Cette fois-ci, alors on en a fait plein. Donc, on l'a fait également sur l'énergie primaire. Et je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est, en gros, ça confirme les 60%. C'est 50-60%. On l'a fait aux États-Unis. On a fait l'exercice ensuite sur uniquement le pétrole. Pour voir, est-ce que dans le cas du pétrole, comment est-ce que ça joue ? Alors évidemment, je vous raconte pas une deuxième fois l'histoire, mais c'est exactement la même pour le pétrole. Ce que font les macroéconomistes standards, c'est qu'ils regardent le coût du pétrole dans le budget et ils disent l'élasticité du pétrole dans le PIB, c'est ce coût-là. Il se trouve que ce coût est lui-même encore plus faible, évidemment, que le coût global de l'énergie primaire. Il tourne autour de 1 à 2%. 1 à 2%. Ici, on a fait le calcul. Donc, alors, il y a différentes méthodes d'estimation. Je vous passe les détails, mais en gros, ce qu'on obtient un peu partout, c'est les chiffres que vous avez ici. C'est différentes manières d'estimer. Alors vous voyez qu'il n'y a qu'une situation extrêmement particulière dans laquelle on trouve une estimation de l'élasticité du pétrole dans le PIB américain proche de ce que trouvent les macroéconomistes standards autour de entre 1 et 2%. Partout ailleurs, en gros, c'est un facteur 10. On trouve 12%, 8%, 11%, etc. Vous voyez ? Je vous passe les détails, mais ça vous montre qu'il y a une espèce de mothétie, c'est-à-dire au niveau de l'énergie primaire, on a trouvé 60% au lieu de 7-8. Au niveau du pétrole, on trouve 11-12% au lieu de 1-2. Ça va ? Voilà. Au passage, pour les spécialistes, ici, on calcule la nature des rendements globaux, si vous cumulez à la fois l'élasticité du pétrole, du capital et du travail, et on trouve assez systématiquement des rendements globaux qui sont très supérieurs à 1. Bon, ça c'est une discussion entre spécialistes. Ça veut dire que les rendements sont croissants. Ce qui n'est pas une surprise, en fait. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut des rendements croissants. Mais, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, il se trouve que même ça, c'est assez hétérodoxe, puisque la plupart des économistes estiment que les rendements sont au plus constants et plutôt décroissants. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question technique sur
le décalage dans le temps d'1 an. Tu nous as dit, donc c'est pour essayer de montrer le lien de causalité. Une façon facile de montrer qu'il y a une causalité, c'est pas la seule, mais une façon facile, c'est de voir qu'il y a un décalage dans le temps, donc il se passe un événement et puis il y a une conséquence après. Donc si un truc se passe après, on peut imaginer qu'il y a une conséquence, alors que si ça se passe avant, pas moyen qu'il y ait une conséquence, que ce soit la conséquence d'un truc postérieur. Ça c'est assez évident. Maintenant, sur ce qui nous concerne, injecter de l'énergie dans l'économie, si la conséquence sur l'output, elle a lieu dans les 2 semaines qui viennent, tu ne la verras pas. Et quel peut être l'ordre de grandeur de l'écart? Et qu'est-ce qui peut constituer cet écart? La gestion des stocks jusqu'à ce que je vende mon produit. Alors je peux comprendre que ça puisse atteindre plusieurs mois, donc un truc qui soit dans l'ordre de grandeur d'1 an, mais si c'était plutôt 3 semaines en moyenne, est-ce que c'est pas emmerdant comme... Ouais, il faudrait des données mensuelles pour bien travailler après. Alors, si le sens de ta question, c'est est-ce qu'on aura des informations plus précises avec des données trimestrielles, hein, en dessous du trimestre, on n'y arrivera pas. La réponse est oui, évidemment. Voilà. Ensuite, il faut faire attention, le 1 an et demi dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas le temps que met, c'est pas la relation de causalité. Hein. Le 1 an et demi, c'est la vitesse à laquelle l'élastique qui relie les 2 séries temporelles se sert pour ramener les 2 séries temporelles dans la même chambre. Okay, c'est 2 choses différentes. Alors après, donc ta question, c'est pas ça. Si ta question, c'est si la causalité est quasi immédiate et en fait à un pas de temps qui est inférieur au pas de temps minimal avec lequel j'observe la réalité, je verrai toujours les 2 séries bouger en même temps. Et je verrai aucune préséance de l'une sur l'autre. Tu as raison. Il se trouve qu'heureusement, manifestement, le pas de temps doit être supérieur à 1 an pour qu'on puisse le voir. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est supérieur à 1 an? Pour des tas de raisons de viscosité physique, sociale, etc. Oui, une question. Pour le dire avec des mots, quand tu dis il y a des contraintes sur le système et donc je ne peux pas satisfaire la maximisation, le problème d'optimisation que je me suis posé, en fait, une façon de le dire, c'est que dans l'espace de phase des valeurs possibles, je n'ai pas accès à tout, puisque j'ai des contraintes, et donc je ne peux pas aller vers la solution qui optimise ce truc-là. Donc ça, on comprend bien. Mais alors du coup, le cas où ça marche, là, est-ce que ça ne peut pas se regarder du point de vue des contraintes? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans un cas où les contraintes sur le système, justement, elles ont permis d'arriver à l'optimum? Alors, on pourrait essayer de faire cette interprétation. Simplement, c'est les mêmes données dans tous les cas. C'est juste des manières différentes de regarder la même chose. Donc, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer. Hein. C'est-à-dire, c'est les mêmes données partout. Hein. Donc, c'est simplement que la statistique qu'on utilise là, bon, c'est quand même très très difficile dans ce genre d'exercice d'obtenir un résultat univoque, quelles que soient les lunettes qu'on chose pour regarder les données. Hein. Mais là, quand même, il y a un quasi-consensus de toutes les lunettes qu'on utilise, puisque sur une petite vingtaine, il n'y en a qu'une qui donne les résultats standards. Merci. Dans l'équation, pour rechercher les éléments, non pas de corrélation, mais de co-intégration, ce qui est pris en compte, c'est l'efficacité énergétique, la consommation énergétique par habitant. Est-ce que ça aurait un sens de restreindre le capital au capital investi pour le secteur énergétique? Oui, pourquoi pas. Il y a on peut faire plein de variations sur cet exercice. Hein. Donc, il y a tout un domaine qui serait, on regarde les 5 ou 6 définitions possibles du capital. Donc, on l'a fait juste une fois, d'ailleurs, c'est Paul qui s'en est chargé. On a juste pris, par exemple, les séries du capital de Piketty, qui sont beaucoup plus vastes, qui ont une acception du capital beaucoup plus large que celle qui est ici. Là, c'est uniquement du capital productif. Et on trouve que l'élasticité du capital est encore plus faible. C'est-à-dire si je rajoute les maisons, etc., dans la définition du capital, sa contribution au PIB diminue encore plus. Mais par contre, ça n'invalide pas du tout l'élasticité de l'énergie. Après, on n'a pas essayé ce que tu proposes, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, tout à fait. Oui, ça me fait penser aux travaux de Bob Hertz. Il me semble que tu étais à sa conférence à la Sorbonne, et lui travaille plutôt sur l'énergie utile. Et il me semble qu'on retrouvait ce facteur de 60% pour la contribution de l'énergie. De quelle manière on peut rapprocher les travaux que vous avez faits et les travaux de Robert Hertz? Alors de fait, Bob a essayé de faire des exercices analogues, mais comme ça ne nous a pas échappé, ce n'est pas les mêmes variables du tout. Et en particulier, entre autres, il remplace l'énergie par le useful work, qui n'est pas simplement la mesure de l'énergie consommée.
Voilà. Il se trouve qu'il obtient à peu près la même chose, c'est vrai. Je n'ai pas d'explication claire parce qu'au fond, pour être très honnête, je ne mesure pas complètement comment il construit son useful work. Mais ce que je crois comprendre, et à mon avis ça c'est un mauvais point, enfin je veux dire pour ce qu'il a fait avec Benjamin War, hein, c'est qu'en gros à chaque fois qu'on remplace useful work par énergie, on obtient quasiment tout le temps la même chose. Du coup ça pose la question de savoir si ça sert vraiment à quelque chose de faire le travail de substitution, qui est un énorme travail, hein, du useful work à l'énergie, puisqu'en gros qualitativement ça donne les mêmes résultats. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'au fond je n'ai pas encore compris ce que c'est que le useful work au sens où le construisent Bob Ayres et Benjamin War. Ils regardent seulement. Et donc Zenep rajoute, il regarde uniquement les États-Unis, ce qui est possible, j'ai pas ça en tête. Alors que là, il y a 15 pays, de l'OCDE en même temps. Hein. Oui, Gaël, s'il est possible de revenir à la slide qui montre ton équation fondatrice avec les différentes variables. Celle-là ? Voilà. Je te fais une suggestion. Je pense que le terme d'efficacité, donc qui est la troisième variable, et productivité. Je pense que, sauf erreur de ma part, tel que tu l'utilises, tel que tu l'as défini, il s'agit d'une variable d'intensité. Est-ce que je me trompe? C'est le ratio d'énergie par rapport au PIB? Oui. D'accord. Donc ça, je le définirais plus comme une variable d'intensité. Et la composante et l'efficacité est une des composantes de l'intensité. Au-delà de ma pinaillerie sémantique, il peut y avoir des tenants et aboutissants en matière de politique énergétique. Je prends deux exemples. Faisons l'hypothèse de deux pays dans un climat polaire, je sais pas, disons Canada-Russie, qui en tant que tels ont des besoins en énergie importants en raison des déterminants physiques de climat, voire de distribution spatiale de la population, des populations relativement faibles sur des territoires immenses. Il y a des facteurs qui contribuent à expliquer un certain niveau de consommation d'énergie. Il y a en plus de ça un facteur qui est purement technologique, purement efficacité. Je pense qu'il est très difficile d'isoler cette composante efficacité, mais à partir de cette équation, je pense qu'il peut y avoir des déclinaisons d'ordre politique qui consistent à dire, eh bien, en fait, l'efficacité est en tant que telle un levier de premier ordre pour modifier la relation PIB-énergie. Or, si on n'isole pas la composante efficacité des autres déterminants vraiment structurels du niveau des consommations d'énergie, je pense qu'on peut être amené à faire des diagnostics erronés sur les orientations politiques. Je comprends. Un élément de réponse, mais qui n'épuise pas la question, hein, c'est que là, ce qu'on regarde, ce sont des variations. Hein, c'est l'impact des variations. Donc, si le froid reste polaire toute l'année et d'une année sur l'autre, ce qu'on observe bien, c'est quand même probablement, de manière massive, l'impact de l'augmentation ou non de l'efficacité. Alors, je ne sais pas comment il faut dire, productivité, l'intensité. Bon. D'accord. Okay. Là, c'est PIB sur consommation d'énergie. J'aurais une question, je dirais, beaucoup plus basique peut-être. C'est quand vous disiez que dans la communauté des économistes, ils ne reconnaissent pas le rôle de l'énergie, ils se basent que sur le prix et tout ça. Est-ce qu'on peut dire quand même que chez les économistes, les crises de 70, on utilise l'étiquette choc pétrolier? Et si on regarde la courbe du prix du baril en dollars constants, on est au-dessus du niveau de 80, même si on peut dire qu'en pourcentage, que le PIB a augmenté et tout ça, mais même, la courbe est assez évidente. Donc, l'argument de dire, ma question, ça serait, est-ce que les crises de 70, c'est vu, pour les économistes, ce n'était pas des chocs pétroliers. Est-ce que c'était la fin de la reconstruction, je ne sais pas quoi, des choses comme ça, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. Je vous réponds en 2 minutes, puisqu'on fait signe qu'il faut être bref. Une bonne réponse, à mon avis, assez paradigmatique à votre question, c'est un papier de Blanchard et Galli. Olivier Blanchard, comme vous savez, c'est notre célébrité nationale, puisqu'il est économiste en chef du FMI. Donc, en fait, Blanchard, il publie tous les 3-4 ans le même papier avec des données actualisées, pour dire définitivement, le pétrole n'est pas un sujet en économie. Laissons tomber la question du pétrole, parce que vraiment, on a mieux à faire. Et la question qui se pose, c'est exactement celle que vous posez, c'est-à-dire au fond, la récession des années, fin des années 70, début des années 80, est-ce qu'elle est vraiment due au choc pétrolier? Ou est-ce que les chocs pétroliers, ce n'est pas un truc apparent qui masque la réalité? Alors pour ça, pour essayer d'attaquer cette question, il se dit, regardez, on a eu un 3e choc pétrolier depuis lors, entre les années 2000 et 2007. C'est vrai que si vous regardez le prix du baril en 99, en gros, c'est 9 $, et il remonte jusqu'à, comme vous le savez, 60, 80, puis au pire de la crise en 2008-2009, 140, avant d'ailleurs de s'effondrer à 40. Donc Blanchard, à juste titre, dit, regardez, c'était plus étalé dans le temps, mais en réalité, on a eu un choc de même ampleur sur le prix du baril entre 1999 et 2007. Or, ceci, pense-t-il, parce qu'il regarde les données macro de 2000 à 2007, n'a pas provoqué la récession que ça aurait dû provoquer si c'était vraiment les chocs pétroliers qui causaient les récessions. Je n'invente rien, je peux vous passer le papier. Alors, du coup, il s'interroge, il dit quelles sont les variables qui ont causé la récession et, dans les années 70-80 et qui font qu'il n'y a pas eu de récession dans les années 2000. Et il trouve 2 variables essentielles. La première, c'est la flexibilité du marché du travail. Le marché du travail est beaucoup plus flexible dans les années 2000 que dans les années 70-80. Donc, on absorbe les chocs beaucoup plus facilement. Deuxièmement, la politique monétaire des banques centrales, en particulier de la Fed dans les années 2000, est beaucoup plus expansionniste qu'à l'époque de Volcker, évidemment, dans les années 70-80. Et donc, il a comme ça une explication qui, ça ne vous échappera pas, est toujours la même. Hein. Si on veut avoir de la croissance, il faut flexibiliser le marché du travail et continuer à créer des milliards comme on le fait actuellement. C'est ça sa réponse. Vous voyez, je n'invente rien. Là. Vous pouvez aller regarder son papier, qui est un papier officiel du FMI. Voilà. Juste une petite remarque là-dessus, et ça me permettra de redire à tout le monde ce qu'on s'est dit avec je ne sais plus qui à la pause tout à l'heure. Comment se fait-il que dans les modèles qu'utilise quelqu'un comme Blanchard, mais c'est la même chose dans les modèles de Haguion, etc., la flexibilisation du marché du travail devienne toujours, in fine, la variable qui permet de retrouver de la croissance? Et la réponse, c'est que dans ces modèles-là, la seule cause qui provoque du chômage à l'équilibre, c'est la viscosité du marché du travail. Autrement dit, ces modèles sont tous construits sur l'hypothèse a priori que si le marché du travail était parfaitement flexible, il n'y aurait jamais de chômage. Par exemple, vous ne pouvez pas du tout avoir du chômage parce que les entrepreneurs ont juste aucune visibilité sur l'avenir et donc n'embauchent pas aujourd'hui. Parce qu'ils ont des anticipations rationnelles, ils connaissent l'avenir par cœur, etc. Donc, ce n'est pas ça qui cause du chômage. Le seul point qui peut causer du chômage, par exemple, c'est le CDI. Vieil héritage archaïque d'un monde qui refuse la modernité. Vous voyez, ça c'est le CDI. Et puis, alors la création monétaire, parce qu'évidemment, ça met toujours de l'huile dans les rouages, donc ça, c'est pas très étonnant. Ça me permet de faire la même remarque sur la question de la déflation. Parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, mais vu ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur la déflation, comment se fait-il qu'il y ait des économistes mainstream qui nient l'existence de la déflation? Alors, un exemple très connu là-dessus, c'est Philippe Aghion, autre célébrité française, prof à Harvard, qui dit non, la grande menace de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas du tout la déflation, pour une raison simple, c'est que la déflation, ça n'existe pas. Alors comment est-ce qu'il peut se permettre de dire que la déflation n'existe pas? Parce que dans son modèle, ça n'existe pas. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que ça n'existe pas dans son modèle? Parce qu'il n'y a pas de monnaie dans son modèle. Et donc là, je vous renvoie à la conférence des Ouches, où j'ai essayé d'expliquer que 95% de ces modèles-là, des modèles néoclassiques, sont des modèles sans monnaie. Et donc des modèles où, par nature, il ne peut jamais y avoir de déflation. Donc comme il n'en voit pas dans son modèle, et qu'il confond son modèle avec la réalité, il dit il n'y en a pas dans la réalité. Question qui m'a été posée, mais alors comment est-ce qu'il rend compte de ce qui se passe au Japon? Réponse, j'en sais rien du tout, il faut lui demander. Voilà. Moi j'avais une question, Gaël, une question technique. Un des trucs qui m'a souvent gratté la cervelle, c'est que le PIB et l'énergie ne sont pas mesurés sur des frontières physiques qui sont les mêmes. Le PIB est strictement géographique, par définition même, alors qu'une partie des flux physiques, donc de l'énergie qui permet à ce PIB d'exister, prend place ailleurs. Un exemple typique, c'est je suis une société de négoce installée en Suisse. L'énergie qui me permet de fonctionner, c'est de l'énergie de bateau qui se passe ailleurs qu'en Suisse, c'est de l'énergie d'extraction, de mines ou de culture de céréales qui se passe ailleurs qu'en Suisse, etc.
La seule manière de contourner ce problème, c'est de faire le calcul qui vient d'être fait pour le monde. Petite question technique, et j'espère que ce n'est pas une question piège, que je ne t'avais pas posée avant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait l'analyse des données sur 40 ans, sur le monde dans son ensemble? Est-ce que c'est parce que le calcul du PIB mondial sur 40 ans, qui est un agrégat de PIB nationaux, est un truc qui est entaché de trop d'incertitudes pour qu'on puisse lui faire dire quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est pas ça la raison? Pardon? Oui, c'est un manque de données, mais alors peut-être que Zenep, c'est le capital qui nous manque, mais oui, voilà. C'est pas faute d'y avoir pensé. Hein. Oui. Il y a aussi, il faut être un tout petit complètement honnête. Comment? 70, hein. Mais il y a aussi un autre aspect, on ne veut pas tout mettre sous le tapis, mais plus on met de pays, plus c'est compliqué quand même, hein, parce qu'il faut obtenir un résultat statistique probant. Et donc, parce qu'on a essayé avec plus de 15 pays et ça marchait beaucoup moins bien aussi. Il y a quand même, là, honnêtement, on n'a pas du tout triché sur ce résultat, mais c'est pas du tout simple à obtenir. Hein, parce que ça fait quand même des années que tout le monde essaie d'obtenir ça. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, sur 50 pays, on l'a fait, quoi. Voilà. Maintenant, si on ne met pas le capital, on s'expose immédiatement à la critique que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas une question, c'est une réponse peut-être. Par rapport à la question sur l'énergie utile comparée à l'énergie, en fait, si on dit que l'énergie utile, c'est une fraction de l'énergie, à cause de questions de rendement, etc., alors en fait, comme on prend des logs ici, ça revient à rajouter une constante, et quand on fait la différentielle, ça disparaît. Si la fraction est constante, oui.